Bonjour à tous. Je vous propose qu'on débute. Il est l'heure. Donc, avant qu'on commence, déjà merci à tous d'être présents pour ce webinaire de restitution du projet de cartographie nationale des milieux humides, qui initialement était un colloque et on se retrouve aujourd'hui en webinaire. Je vais proposer à Joëlle Dupont, directrice générale déléguée à la recherche, à l'expertise et à la valorisation et à l'enseignement du Muséum national d'histoire naturelle, de prendre la parole. Bonjour Joëlle. Bonjour Rachel et merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aurais moi aussi évidemment bien aimé vous accueillir dans le grand amphithéâtre du Muséum, mais l'actualité sociale en a voulu autrement. Notez que nous avions fait le plein pour les inscriptions compte tenu de la capacité d'accueil de l'amphi. Cela souligne un intérêt important pour le sujet avec de nombreux profils de participants dans le domaine de l'eau et de la biodiversité, de la connaissance scientifique et des politiques publiques. Le point positif de cette visio est peut-être qu'on sera encore plus nombreux à suivre ce webinaire, car les organisateurs avaient dû refuser des inscriptions. Donc, ce travail de cartographie nationale des milieux humides nous a été confié par le ministère de la Transition écologique, car le Muséum est depuis longtemps un acteur scientifique sur les zones humides. Pour mémoire, je peux rappeler deux éléments marquants. L'engagement du Muséum via la professeure Geneviève Barneau, qui, dans le premier plan national d'action pour les zones humides, avec la particularité du programme national de recherche sur les zones humides qui lui était annexé. Et le deuxième point, c'est que le Muséum est également engagé depuis longtemps dans des travaux sur les habitats, où les zones humides occupent une place importante, évidemment. Par exemple, on peut penser à la publication des cahiers d'habitat Natura 2000 dans les années 2000, qui sont des documents fondateurs et qui décrivent les habitats, leur dynamique et leur gestion. Ce travail de cartographie nous a été confié car c'est toujours un sujet d'actualité au Muséum, porté par Patrinat, unité commune entre l'Office français de la biodiversité et le Muséum, est rattaché à deux autres tutelles, le CNRS et l'IRD, qui nous a rejoints récemment pour la signature du nouveau contrat. Le travail de cartographie traduit un enjeu commun entre l'OFB et le Muséum, et nous sommes évidemment heureux de porter ce projet avec notre partenaire OFB. Pour le Muséum, le lien entre la recherche et l'expertise est particulièrement important et encouragé. L'appui aux politiques publiques doit s'appuyer sur les connaissances issues de la recherche et la recherche doit se nourrir des besoins issus des politiques pour la biodiversité. Et ce projet en est une belle illustration avec l'utilisation des techniques et des savoir-faire issus de la recherche pour faire de l'appui aux politiques publiques via des cartographies qui sont des outils importants pour l'aide à la décision et à la gestion. Patrinat est un service clé pour ce travail. Dans la recherche de l'adéquation entre les besoins opérationnels et les possibilités offertes par les développements scientifiques, particulièrement la modélisation, l'intelligence artificielle, et dans son rôle de coordination. Je note avec satisfaction le fait d'avoir inclus un volet opérationnel de sciences humaines et sociales dans un tel projet. Enfin, les données scientifiques sont un enjeu majeur et croissant au Muséum. Notamment, nous portons une démarche sur la stratégie et la gouvernance des données scientifiques. Un des axes majeurs est d'ailleurs de porter l'inventaire du patrimoine naturel. Les données de biodiversité, comme celles produites dans ce projet, qui seront d'ailleurs disponibles en accès libre dans les prochains jours, doivent devenir un bien commun, support pour de nouveaux travaux de recherche et évidemment pour les politiques de conservation de la biodiversité et de l'eau. Et c'est le sujet de ce colloque
Et il me reste à vous souhaiter un beau colloque et de riches échanges. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite donc une très belle journée. Merci Joël. Je vais proposer maintenant à monsieur Thibault, directeur de l'eau et de la biodiversité, de prendre la parole pour le ministère de la cohésion des territoires. Monsieur Thibault. Merci Rachel. Bonjour à tous. Alors, je voudrais commencer en remerciant vraiment le Muséum national d'histoire naturelle et Patrinat pour l'organisation de ces journées. C'est un moment important pour nous et pour la défense des zones humides. J'ai envie de commencer par une évidence, c'est que les zones humides, c'est un sujet stratégique pour nous tous et pour nos politiques. Vous connaissez tous ça par cœur, leur rôle pour le stockage du carbone, pour la lutte contre les inondations et la lutte contre les étiages, avec un rôle d'éponge, le rôle pour la biodiversité, et ce rôle en fait support d'activité, de cadre de vie, d'économie, et donc c'est quand même bien sous tout rapport. Et dans le même temps, force est de constater qu'on n'arrive pas à les protéger, qu'on n'arrive pas à les valoriser et qu'on a quand même tendance à les drainer, les détruire, les aménager. Et donc, on sent bien qu'il y a un besoin de protection de ces zones humides depuis longtemps. La Convention Ramsar de février 1971, c'est d'ailleurs la seule convention internationale qui vise un type de milieu précis, qui a fait d'ailleurs maintenant le 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides, pour essayer de valoriser, partager et porter ces zones humides. Ces zones humides, on voit quand on y réfléchit, on prend le temps de les comprendre, de les analyser, c'est des vrais atouts pour nos territoires. Et encore plus dans un système, dans un contexte de changement climatique, où on voit que la résilience de notre environnement est vraiment important, et que ces zones humides participent à la résilience de nos écosystèmes. Donc, il faut vraiment les protéger. Et malgré ça, ça continue à régresser. Donc, on sort souvent des chiffres sur l'érosion progressive de ces biodiversités. Au niveau mondial, 85% des zones humides auraient déjà été perdues, détruites, drainées. En France, alors on dit qu'on en a perdu la moitié entre 1960 et 1990. On a différents chiffres, je vais pas revenir sans arrêt dessus, mais ce que j'ai envie de dire, et qui fait le lien avec notre colloque d'aujourd'hui, c'est que le premier problème, c'est est-on vraiment capable de dire où sont ces fameuses zones humides? Est-ce que on est conscient, chacun, nous individuellement, en tant qu'aménageurs, citoyens, qu'on est en train de détruire, d'aménager ou d'être vraiment dans une zone humide ou dans un système, un milieu humide? Parce qu'après, le charme de ces choses, c'est qu'on peut discuter à l'infini sur les définitions précises, ce qu'il y a derrière. Mais donc, on a besoin quand même de partager, de mettre sur la table, d'identifier, d'avoir des cartes, des systèmes qui vont nous permettre de montrer où sont ces zones humides. Et une fois qu'on sait où elles sont, c'est quand même plus difficile de les détruire en disant « Ah ben moi, je ne sais pas quoi ». Donc c'est ça qu'il y a derrière et qui nous… Alors, je l'ai dit avec des mots qui vont bien pour dire que c'est de l'appui aux politiques publiques, mais en vrai, ce qu'on a, c'est… On doit, et on a quand même un devoir collectif de mettre en valeur, de comprendre, de protéger ces zones humides, et pour ça, il faut les connaître, et donc pour ça, il faut savoir où elles sont. Ça fait maintenant depuis 1995 et nos premiers plans nationaux zones humides qu'on dit qu'il faut les connaître. On dit qu'il faut des cartographies. Et moi, c'est un truc qui personnellement me désespère un peu de voir que 30 ans après, on est toujours en train de se dire, il faudra les connaître. Bon. Et donc, ça n'est qu'en 2021 qu'on a vraiment pris le taureau par les cornes en se disant, on va arrêter de bricoler avec des inventaires, avec des méthodologies chaque fois un peu différentes dans chacun des territoires. Alors, je dis pas que ce n'est pas bien, parce que quand un territoire s'approprie ses données, son territoire avec ses propres inventaires, il fait un pas énorme dans la connaissance, la valorisation et donc la protection de ces données. Mais on a quand même besoin d'avoir un système national qui permet d'avoir un fonds de connaissances partagé, homogène sur la France. Donc c'est ça qu'on a lancé en 2021.
financé par le NTECT, parti sur une base scientifique, donc c'est pas un inventaire politique, c'est bien un inventaire scientifique, une connaissance scientifique, et qui du coup s'appuie sur l'université de Rennes 2, Patrinal bien sûr. Il y avait l'Institut Agro-Rennes-Angers, l'INRAE, la Fondation Tours du Vala, et je tiens vraiment à remercier tous ces scientifiques qui ont donné corps à ce qu'on va pouvoir présenter aujourd'hui. Et donc ce colloque, pour moi, c'est vraiment une étape importante parce que ça sanctionne au bon sens du terme ces 2 ans de travail et ça permet de partager un petit peu les résultats, où est-ce qu'on en est, montrer qu'on arrive enfin à avoir un système cartographique homogène à l'échelle de la France de ce que sont, comment sont ces milieux humides, ces zones humides avec des intervalles de confiance. Donc c'est normal et il faut assumer de ne pas tout savoir à ce stade, mais montrer ce qu'on sait, partager et avoir une référence solide qui va nous servir après. Donc là, c'est bien un travail scientifique qui nous donne une couche cartographique avec des informations, des marges d'erreur. Et après, il va falloir qu'on se l'approprie. Et là, je parle en tant que ministère, pour savoir comment on le valorise, comment on le partage et qu'est-ce qu'on en fait administrativement, que ce soit pour la police de l'eau, pour les bonnes conditions agro-environnementales, pour les différents usages qu'on peut en avoir. Et on a besoin de cette base scientifique en l'apprenant pour ce qu'elle est et en ne l'apprenant pas pour ce qu'elle n'est pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important. Et donc, on a, après ce travail scientifique, on aura ce travail plus administratif de définition de ce qu'on va en faire. Et surtout, après, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un système qui soit vivant. C'est-à-dire qu'on puisse mettre à jour, en fonction de l'évolution des connaissances, les précisions qu'on aura sur tel ou tel territoire, pour avoir une vraie référence qu'on va pouvoir partager avec le reste du monde et qui servira pour nos différentes politiques publiques telles qu'elles sont. Donc je vais pas être plus long parce que l'intérêt c'est vraiment d'aller au fond du sujet, de présenter et cette journée je pense qu'elle va être très bien pour tout ça, sur les 30 ans d'acquisition de connaissances, sur ce qu'on a fait, sur la pré-localisation des milieux humides, comment on arrive à ces cartes de zones humides, et puis derrière on verra comment on élargit tout ça. Donc merci encore à tous les acteurs, les scientifiques, je les ai nommés, mais ceux aussi qui ont permis de tester le modèle, parce que c'est important. Je pense aux agences de l'eau avec le test dans les, je sais plus combien de bassins versants pilotes, je crois 10 bassins versants pilotes, l'Office français de la biodiversité qui a été très impliqué aussi sur le terrain, les services de l'État qui ont accompagné le projet, et tous les structures là qui sont présentes. Je vois qu'on a déjà 300 participants connectés. C'est quand même, ça montre qu'il y a un besoin, ça montre qu'il y a une appétence. Et donc, j'en suis très heureux. Donc, je vous souhaite de bons travaux. Merci et bons travaux. Je rends la parole à Rachel. Oui, merci Monsieur Thibault. Je vais maintenant donner la parole à François Chambaud de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Merci Rachel. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter quelques diaporamas qui présenteront les agences de l'eau et un certain nombre de travaux qui ont été élaborés dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse et qui trouvent un certain nombre d'applications de la politique de l'eau. Les agences de l'eau ont été créées en 1964 par une loi et le législateur a voulu inscrire et ancrer la politique de l'eau à l'échelle de bassins hydrographiques en donnant à ces bassins hydrographiques, au nombre de 7, des moyens financiers aux 6 agences de l'eau qui sont Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Seine-Normandie, Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse qui gère aussi le bassin de Corse. Finalement, ces moyens financiers permettent de recouvrer une redevance, dont la redevance en 2022, telle qu'elle a été fixée par l'arrêté du 21 mai 2022, permet de récolter jusqu'à 2,2 milliards d'euros, donc des moyens financiers qui vont aider à mettre en place la politique de l'eau et qui contribuent aussi à la politique de la biodiversité. Dotées de parlements de l'eau, les agences de l'eau, au titre du pollueur-payeur et l'OPLO, permettent d'organiser, de planifier à l'échelle des bassins des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux qui répondent finalement à la directive cadre européenne sur l'eau et qui sont dotés de programmes de mesure. Ces programmes de mesure vont permettre de mettre en place dans les territoires, pour différentes thématiques de l'eau, des milieux, du grand cycle et du petit cycle, un certain nombre de moyens qui sont conséquents, peut-être pas suffisants, mais qui sont pour la période 2022-2027 de l'ordre de 20 milliards d'euros.
Dans un troisième temps, les agences de l'eau et leur conseil d'administration élaborent des programmes spécifiques aux agences et à leurs bassins, de manière à pouvoir épauler la mise en œuvre du programme de mesure et aider les territoires en mutualisant finalement les redevances pour financer des actions prioritaires. Et le 11e programme des agences de l'eau de 2019-2024 représente un peu plus de 12 milliards d'euros. Les agences de l'eau sont aussi au service des zones humides. Si on reprend les chiffres de 2022 qui m'ont été transmis par Ghislaine Ferrer de la direction de l'eau et de la biodiversité, cela représente un montant de 51 millions d'euros en 2022, qui ont permis de restaurer 6 500 hectares de zones humides, d'en préserver 58 400 et d'en acquérir 1 300. Parallèlement, les moyens qui sont mis en œuvre par les agences de l'eau continuent à acquérir de la connaissance, puisque certains bassins réalisent encore des inventaires. Finalement, les agences de l'eau sont aussi partenaires du programme de cartographie nationale des zones humides, en travaillant à la fois dans les groupes de travail et en étant disponibles à travers les 10 bassins versants est. Ce qu'on peut dire finalement, c'est qu'il existe des inventaires sur l'ensemble du territoire métropolitain, sur l'ensemble du bassin Rhône-Méditerranée, mais finalement on constate un certain nombre de problématiques qui sont liées à ces inventaires, notamment des connaissances qui sont hétérogènes. Elles sont hétérogènes pourquoi? Puisque les critères de prise en compte des limitations ne sont pas forcément les mêmes. Si on regarde sur la carte entre la Bourgogne et la Franche-Comté, des inventaires qui ont été réalisés dans les années 2000 à la demande des directions régionales de l'environnement qui sont devenues aujourd'hui DREAL. Le côté Bourgogne, on s'est intéressé finalement aux zones humides à partir des critères de la loi sur l'eau, notamment les sols, qui permettent finalement d'avoir des cartographies continues, et notamment en vallée alluviale. Alors qu'en Franche-Comté, à l'époque, les inventaires étaient basés plus sur l'expression du patrimoine naturel, des habitats et des caractéristiques phytosociologiques, ce qui fait que finalement, on a des systèmes qui sont disjoints, discontinus, et qui sont souvent en relation très forte avec l'occupation du sol et le cadastre. Dans d'autres cas, les critères de définition ne sont pas les mêmes. Par exemple, pour le département du Var, en région PACA, des inventaires ont été élaborés sur une définition beaucoup plus large que celle de la loi sur l'eau, et donc le Code de l'environnement, en prenant la définition Ramsar, ce qui explique que le lac de Sainte-Croix, qui était une masse d'eau, donc pas une zone humide en tant que telle, est prise en compte dans l'inventaire du Var, alors que pour l'inventaire des Alpes et de Haute-Provence, qui reprend un critère de définition du Code de l'environnement, ce sont les zones périphériques en bordure de plan d'eau du lac de Sainte-Croix qui sont prises en compte. Un certain nombre de critères aussi concernant les inventaires ont d'abord été la valeur, finalement, la valeur patrimoniale, la qualité des milieux qui ont permis leur délimitation, plutôt que les fonctions de ces milieux remplis dans le territoire. Donc finalement, les inventaires sont que la partie émergée de l'iceberg, pour lesquels on a globalement, même s'il y a des choses à faire en termes de gestion, des fonctions qui pourraient être appréciées comme pleines et efficientes. On passe à côté le plus souvent de zones humides ordinaires qui ont été valorisées par l'agriculture, mises en culture, mais pour autant, les fonctions ne sont pas forcément toutes éteintes, et notamment d'un point de vue hydrologique, quand on a une culture en plaine inondable, cette culture participe à l'action de prévention des crues et d'expansion du champ d'inondation. J'ai essayé de figurer aussi sur ce schéma finalement ce que représentaient les milieux humides Ramsar, et puis un outil qui a été développé dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, qui s'assimile à ce qui est en train de se faire au niveau de la cartographie nationale, qui correspond à l'espace humide de référence. Donc une structure physique basée sur des critères géologiques de forme du relief et de pente, qui permettent de cartographier l'existant, mais aussi ce qui a disparu. Donc, une des préoccupations de l'Agence de l'eau… François, excusez-moi, il vous reste plus que quelques minutes, Pardon, mais je vais accélérer. Ouais, s'il vous plaît. Finalement, en 2010, une demande a été faite par l'Agence de l'eau pour essayer de se doter d'un outil cartographique qui permette de reconnaître les zones humides dans les situations physiques du bassin. Ce travail a permis de faire une typologie du bassin en 62 écorégions. Chaque écorégion a été déclinée par un modèle fonctionnel vérifié sur le terrain et confronté à la connaissance des inventaires, ce qui a permis, avec un système géographique, d'information géographique, mobilisant des bases de données homogènes que sont
modèle numérique de terrain, la baie des Charmes, de cartographier les occurrences favorables, dans lesquelles l'eau s'accumule, parce que les substrats sont imperméables ou gorgés d'eau, ce qui nous a permis de cartographier ce qu'on a appelé l'espace humide de référence, qui rend compte finalement de la structure du territoire du bassin par rapport à cette thématique des zones humides et humides, soit à peu près 40% de la superficie du bassin. Parmi les applications de ce référentiel géographique, on va avoir un certain nombre d'applications concernant l'accumulation de l'eau et la gestion ou la prévention des pluies intenses. Ça permet la contextualisation du fonctionnement des zones humides et des cours d'eau, notamment à travers les espaces de bon fonctionnement. Ça nous apporte une nouvelle connaissance pour l'action, de manière à pouvoir restaurer des zones humides, être en veille, les préserver, mettre en œuvre des plans de gestion stratégique à l'échelle territoriale avec une gouvernance bien identifiée. Ça nous permet aussi d'envisager un certain nombre d'éléments concernant la vulnérabilité de ces espaces au changement climatique, mais également à l'aménagement du territoire, et un certain nombre d'éléments sont instrumentés dans le tableau de bord d'usage de manière à rendre compte de ces sensibilités. Très rapidement, un exemple d'utilisation de l'espace humide de référence, la mobilisation des indicateurs Roméo, les 2 indicateurs de pression sur l'artificialisation des sols, l'urbanisation et l'agriculture intensive, nous ont permis de cartographier et de réaliser des atlas diachroniques à l'échelle du bassin et des sous-bassins versants. Et donc, on voit effectivement que pour ce qui a disparu au sein de l'espace humide de référence en 2020, qui est lié à l'urbanisation, c'est près de 11%. 11% de l'espace humide de référence qui est imperméabilisé et aménagé. Ces travaux nous permettent aussi de projeter à travers un indice de ruissellement des pluies intenses, de regarder finalement les transferts, la production de ce ruissellement intense, son transfert et cette accumulation. Sur l'exemple qui est joint, on s'aperçoit finalement que ce territoire fortement urbanisé produit énormément de ruissellement, transfère beaucoup de ruissellement, mais finalement, les zones disponibles pour pouvoir infiltrer, accumuler et recharger les nappes et le sous-sol en eau sont très peu disponibles. Un dernier travail qui est un travail de thèse conduit par Suzanne Cateau à la Tour du Valail avec l'UMR Passage de l'Université Bordeaux-Montaigne était de se poser la question comment finalement les systèmes d'information géographique et la carte peut aider à fonder des politiques locales d'aménagement du territoire. Donc des représentations qui permettent de rendre compte du fonctionnement de cet espace, mais aussi de rendre compte des choix cartographiques qui peuvent être opérés. Si finalement je discrétise mon espace en ayant une cartographie vectorielle, je segmente l'espace, alors que si je travaille avec des systèmes raster, j'ai un espace qui est fluide, qui est continu, avec un fonctionnement qui peut s'exprimer pleinement. Donc finalement, ces éléments utilisés dans l'espace humide de référence ont été échangés aussi avec le programme national de cartographie des milieux humides, notamment pour des précautions d'utilisation de la BD Charme 50 harmonisée, concernant de l'analyse de résultats de mails qui ont été produites, des échanges nombreux dans les groupes de travail, et puis aussi des échanges sur la nécessité de notices qui accompagnent ces outils, puisque ces outils ont été conçus d'une certaine manière et ont des possibilités d'application qui doivent être clairement cadrées. Voilà, je vais en avoir fini. Donc finalement, entre 2012 et 2022, dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 10 ans ont été mis à profit pour se doter d'un certain nombre d'outils qui accompagnent cette politique de l'eau et des zones humides pour une mise en œuvre qui soit la plus performante possible au niveau des territoires. Merci. Merci François. Et je vais proposer à Bernard Clément de prendre la parole pour nous faire un focus sur 30 ans d'acquisition de connaissances sur les zones humides. Monsieur Clément? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. D'abord, je suis un peu fier ici d'être présent parmi vous dans ce panel. Et comme vous le savez, vous voyez à l'écran, je suis déjà une personne âgée, voire très âgée, mais bon, je vais essayer de voir un peu sur la diapo suivante, en fait, que tu partages, Rachel, je crois que oui, voilà. Donc, en fait, c'est plus de 30 ans de connaissances que j'ai acquis sur les zones humides, puisque j'ai été relativement imprégné très tôt, puisque les 20 premières années de ma vie, dans les années 50-60,
se sont déroulées au cœur de têtes de bassin versant. En tant que fils d'ouvrier paysan d'une petite fermette dans un coin reculé de Bretagne, j'ai été réellement imprégné de zone humide sans savoir ce que c'était. D'ailleurs, à l'époque, je pense que le concept soit connu, il est plus récent. Puisque, alors, comment cette imprégnation? C'était l'hiver, au printemps à l'époque, il y avait beaucoup de pluie. C'était une période assez climatiquement très pluvieuse. Et donc, je me souviens des zones humides, c'était la boue d'un côté. Et paradoxalement, l'été, fin de printemps-été, c'était aller à la recherche de l'eau à distance, à 400-500 mètres pour nous aider à vivre en fait au sein de cette exploitation. Donc, c'était autre chose aussi, par exemple, avec un peu de vécu aussi, aller partir le matin au mois de début juillet avec faux, faucille et fourche pour aller couper du foin dans des bas-fonds, dans des prés humides, où là, la reine des prés et la flouve odorante sont encore un souvenir très prégnant dans ma mémoire en tant que Madeleine de Proust. Donc, alors, il se trouve que j'ai pu bénéficier effectivement, prochaine diapo, s'il te plaît, Rachel. Donc, j'ai pu bénéficier, grâce à l'État républicain, d'une promotion sociale et donc d'aller à l'université, notamment, ce qui n'était pas acquis a priori. Et donc, je peux aussi un petit résumé de ce qui était fait depuis les années 86, notamment, puisque si la Convention de Ramsar a été établie en 1971, comme il a été rappelé tout à l'heure, elle n'a été ratifiée par la France qu'en 1986. Et on comprend pourquoi, effectivement, puisque en 1980, il y a encore une loi de maîtrise de l'eau en agriculture favorisant l'assèchement et la mise en valeur agricole, c'est-à-dire l'assèchement des zones humides, bien sûr. Alors, il a fallu attendre la loi sur l'eau de 1992 et la première définition scientifique et juridique des zones humides, d'ailleurs conduite par Geneviève Barnaud, dont on a rappelé tout à l'heure son rôle au sein du muséum. Et ensuite, effectivement, une date clé, c'était le rapport du préfet Bernard qui a montré que les zones humides avaient largement disparu au cours des 50 dernières années et qu'elles avaient, en plus et surtout aussi, pour celles qui restaient, beaucoup d'entre elles ont été très altérées. Et donc, il en est découlé effectivement un plan national d'action sur les zones humides qui a été rappelé tout à l'heure et voilà, avec le PNRZH. Ensuite, il y a eu des décrets, d'autres lois qui ont précisé ce que pouvaient être ces zones. Alors, j'ai effectivement ma présentation est très connotée vécue. J'ai la connaissance que j'ai acquise et qui a été acquise pour la collectivité, bien sûr publique, pas par moi, et pour moi, mais pour la collectivité publique, c'est à travers différents projets auxquels j'ai été intégré, notamment 4 projets successifs de l'Union européenne, enfin de la communauté économique européenne au début et puis qui est devenue l'Union européenne par la suite, dans lequel j'ai pu effectivement, avec bon nombre de collègues, une trentaine de laboratoires européens, essayer de mieux comprendre et d'analyser le fonctionnement des zones humides. J'ai aussi participé à des projets européens, et notamment l'un d'entre eux, qui est situé au milieu ici, qui est le PNRZH Typhon, en typologie fonctionnelle des zones humides, dans lequel nous avons conceptualisé un certain nombre d'éléments. Et sur la diapositive suivante, un des éléments que nous avons ici, que j'ai repris parmi d'autres, c'est ici la définition des zones humides en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. La zone humide effective, c'est celle que tout le monde connaît lorsqu'on va sur le terrain, c'est-à-dire qui comprend des sols caractéristiques de zone humide et une végétation, une flore et une végétation et une faune adaptée à ces milieux. La zone humide potentielle, c'est une zone humide qui a été largement, perturbée, notamment éventuellement par des opérations de passage. La zone humide efficace, en fait, c'est une zone humide qui dépend d'une caractéristique liée à un type de fonction. Il y a autant de zones humides efficaces qu'il y a de fonctions que l'on peut étudier au sein d'une zone. Alors, cartographiquement et spatialement, la diapo suivante montre que j'ai ici essayé de spatialiser en fait ces différents éléments au sein ici d'un petit modèle qui est en fait une tête de bassin versant classique, notamment chez nous en Bretagne, mais aussi qu'on peut représenter un peu partout, notamment sur tous les massifs primaires de France et de Navarre, dans lequel on voit que effectivement ici le cours d'eau notamment permanent qui résulte est une résultante effectivement du fonctionnement de la zone humide de la tête de bassin versant et qui
génère ce tracé. Alors, les fossés de drainage, en général, ici, les drainages ont d'abord été, en général, faits dans les zones dites périphériques, c'est-à-dire où la zone humide n'est pas encore trop prégnante et on peut agir pour drainer. Donc ça, c'est un schéma classique que l'on retrouve et qui va être repris par Blandine, notamment pour caractériser les zones humides potentielles. Suivante. L'objet de ces travaux va constituer notamment la rédaction d'un ouvrage collectif qui est l'analyse fonctionnelle des zones humides, avec associé une procédure d'analyse fonctionnelle qui est disponible sur CD-ROM. Alors malheureusement, elle n'est disponible qu'en anglais, et c'est la raison pour laquelle, je crois, notamment Guillaume Gaillet a fait, non pas une traduction, mais une utilisation un peu différente, mais adaptée au modèle français de cette procédure d'analyse fonctionnelle pour évaluer les fonctions des zones. Suivante. Alors ici, un petit exemple de zone humide. Alors les zones humides sont très variées, comme vous le savez, comme il a été précisé d'ailleurs tout à l'heure, précédemment, mais au sein des zones humides, il y a aussi une très grande variabilité interne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons effectivement caractérisé ce qu'on appelle des unités hydrogéomorphologiques. Diapo suivante. Alors, ces unités hydrogéomorphologiques sont évaluées, les fonctions sont évaluées en fonction d'un certain nombre. Ici, j'ai présenté 3 fonctions, la dénitrification bactérienne, le prélèvement d'azote par les plantes et la biodiversité. Et qu'est-ce que l'on voit, c'est que toutes les unités hydrogéomorphologiques n'ont pas la même pertinence pour les différentes fonctions. Et que, par exemple, la biodiversité s'exprime dans les systèmes où la dénitrification bactérienne est faible. Pourquoi? Eh bien parce que la biodiversité s'exprime plutôt dans les milieux dits oligotrophes, à l'inverse de la dénitrification bactérienne qui, elle, va s'exprimer là où arrive une quantité d'azote et de phosphore importante. Suivante. Ici, c'est un exemple d'une démonstration du logiciel CD-ROM qui montre qu'un certain nombre de fonctions ou d'attributs ou de processus peuvent être évalués à travers le dispositif que nous avons créé à l'échelle européenne. Diapo suivante. Alors ici, pour terminer, un exemple de zone humide d'un modèle collinéen, en fait, qui sans doute n'est pas toujours, et c'est Blandine qui va en parler tout à l'heure, n'a pas toujours été pris en compte, au moins dans les éléments, dans les premiers éléments de cartographie nationale, parce qu'il y avait une difficulté ici. La modélisation empêchait cette prise en compte. Alors on voit ici une sorte de dépression peut-être au milieu de l'écran, qui constitue l'essentiel de cette zone humide de pente et qui correspond à des décharges de nappes phréatiques qui commencent en tête de bassin versant. C'est une vraie tête de bassin versant, mais en fait ici, au sommet d'une colline des monts d'Arrée. Diapositive suivante. Alors, aussi sa traduction en termes d'unités hydrogéomorphologiques avec les différentes fonctions afférentes, et notamment ici, elle est classée en fonction. Alors, c'est tout ce qui est rouge constitue des zones non humides, ce sont essentiellement des landes, ici, des landes à bruyère mésophiles, alors que tout ce qui est en rose, violet, etc., en fonction des différentes intensités, correspondent à différentes unités hydrogéomorphologiques au sein de la zone humide. Alors, j'ai présenté cette diapo parce que c'est un élément qui va pouvoir éventuellement servir dans la discussion qui va intervenir cet après-midi comme élément de référence pour pouvoir qualifier effectivement ces habitats, ces zones humides qui n'ont pas été prises en compte dans les modèles de cartographie nationale, je pense, pour la plupart d'entre eux. Et c'est pour ça que sur une carte que j'ai déjà visualisée, il y a un déficit de connaissances de cartographie des zones humides dans les modèles collinéens et montagnards du fait de la difficulté de prise en compte. Mais maintenant, je crois qu'il y a des outils qui vont permettre de les intégrer comme tels dans le schéma national. Alors oui, là, c'est un récapitulatif montrant que effectivement, on a 3 paramètres dans la gestion et l'aménagement de ces territoires humides. C'est en fonction des états que l'on peut cartographier assez aisément, enfin, plus ou moins aisément, notamment maintenant avec les outils de cartographie que l'on possède, qui permettent d'évaluer éventuellement un certain nombre de fonctions hydrologiques, de géochimiques et de tout ça dépend effectivement les valeurs patrimoniales et culturelles de ce domaine, les usages et les ressources qu'elles contiennent. Positive suivante et la dernière. Je remercie donc un certain nombre de personnes ici, Ed, Philippe et Arlette, pour m'avoir intégré dans différents programmes européens ou nationaux
Et puis, merci aussi à Laurence, Blandine et Sébastien qui sont présents avec nous aujourd'hui dans le panel pour, là aussi, les remercier de m'avoir intégré dans leur réflexion, dans leur démarche opérationnelle, aussi bien d'ailleurs dans la partie connaissance, comment dire, que dans la partie enseignement et transfert des données et de l'information. Merci à toutes, merci à tous. Merci, Monsieur Clément. Merci. Je vous propose de passer à la suite. Je vais donner la parole à Xavier Gate, directeur adjoint de la DSUED à l'OFB, et à Sébastien Abric, adjoint au chef de bureau au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, pour nous parler de la stratégie d'organisation nationale des données sur les milieux humides. Xavier, je vous donne la main. Bonjour à toutes et à tous. On va faire une présentation à deux voix avec Sébastien. Donc, moi, je me présente, je suis Xavier Gate, je suis directeur adjoint de la surveillance de l'évaluation et des données à l'Office français de la biodiversité. Peut-être, Sébastien, je te laisse te présenter pendant que je fais le partage. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Sébastien Abric, du coup, adjoint au bureau de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce à la direction de l'eau, de la biodiversité du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Alors, on va essayer, c'est un exercice un peu périlleux qu'on a essayé de faire avec Sébastien, mais on va essayer d'être le plus clair possible, en tout cas le plus pédagogique possible. Il a déjà été dit beaucoup de choses, on va essayer de raccrocher notamment sur les propos d'Olivier Thibault et des précédents et de François, notamment qui ont présenté un certain nombre de choses. Alors peut-être la première chose à se dire, mais vous le savez aussi bien que nous, c'est que les zones humides, c'est complexe. Et quand on regarde et quand on va sur le site des zones humides, en fait, on tombe là-dessus. Vous voyez, c'est à peu près ça, les zones humides, quand on le regarde, quand quelqu'un en parle, c'est assez complexe. Hein, c'est un peu dans tous les sens, il y a des mots croisés, chacun a sa définition, et c'est quand même compliqué de s'y retrouver. Quand on prend la gestion des données sur cet objet qui est un peu complexe, eh bien, on a un peu cette impression-là, hein, pour tout vous dire. Cette impression à la fois de complexité et de richesse en même temps. Donc voilà, c'est à la fois intéressant, mais de temps en temps un petit peu inquiétant quand on a à gérer les données. C'est des objets qui sont divers et qui sont riches. Hein. Alors divers, j'y reviens pas. Hein. Les deux exposés précédents l'ont très bien présenté. Là, j'ai repris évidemment les présentations qui sont sur le site Eau-France avec des catégories de zones humides qui sont très, très différentes. Hein. Imaginez bien pour quelqu'un qui ne connaît pas ces milieux-là, dire qu'une tourbière et une lagune, finalement, tout ça, c'est de la même famille. Bon, c'est bien que ça, entre nous, on le voit, mais c'est vrai, pour quelqu'un, c'est un peu compliqué. Encore une fois, pour la gestion des données, ça, c'est pas très facile. Donc, on a des objets qui sont finalement très divers. Et riches, alors riches, évidemment, ça a été évoqué tout à l'heure notamment par François et Monsieur Clément, hein, c'est la richesse en termes de fonctionnalité. Bon, là, on a mis des données qui sont plus proches, en tout cas de ce que vous connaissez, j'imagine certainement, c'est la richesse en termes de biodiversité de ces milieux. Et souvent on dit, hein, moi j'avais ce chiffre-là en tête, qu'on était sur quelques pourcents du territoire, les zones humides, c'est de l'ordre de quelques pourcents, et finalement on concentre là des espèces qui sont à la fois d'intérêt patrimonial, mais en termes de fonctionnalité évidemment essentielle. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez, mais quand ça rajoute à la complexité des zones humides, c'est un objet qui est divers et riche en même temps. C'est aussi des objets, je ne reviens pas à 3 dimensions, hein, très bien expliqué par François et Monsieur Clément. Ben voilà, du coup, on est à la fois sur des objets qui sont à 2 dimensions, qu'on peut voir évidemment en 2D, on peut faire une carte dessus, mais finalement, il faut regarder en 3D, puisque c'est là-dessus que ça fonctionne, et notamment la partie pédologique, mais aussi le lien évidemment avec le réseau hydrographique et aussi la pluviométrie, qui font, en termes du coup de fonctionnement, quelque chose qui est évidemment très complexe à déterminer, et notamment pour ceux qui ont l'habitude de travailler en pression état-réponse, c'est des milieux qui sont très difficiles à appréhender en termes de pression, parce qu'elles sont très diverses, mais parce que eux sont à plusieurs dimensions et dépendent évidemment de plusieurs objets. Et en plus d'être en 3 dimensions, ils sont en géométrie variable. Alors, je n'y reviens pas, mais ça aussi, ça complexifie les choses quand on gère un objet qui est comme ça, aussi divers, puisque, et ça a très bien été dit tout à l'heure, selon ce que l'on regarde, la zone humide elle-même, le proche bassin versant, le large bassin versant,
et si on ajoute là-dedans les changements climatiques, on se retrouve avec un milieu dont la zone d'influence, dont la zone d'influence et qui est influencée par finalement des espaces qui sont assez divers et sur lesquels, évidemment, quand on essaie de gérer cet objet-là, ben ça, c'est une complexité supplémentaire. Donc, une fois que je vous ai dit ça, vous allez dire, mais c'est pas possible de faire finalement une base de données à l'échelle nationale. Vous avez raison. En fait, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en est là et Sébastien reviendra tout à l'heure dans le détail. Un autre élément qu'il faut que vous ayez en tête aussi, ce sont des objets qui sont très maillés aux politiques publiques. Ça a été évoqué tout à l'heure par Olivier Thibault. C'est quelque chose qui est très important en termes de politique publique. Alors évidemment, nos politiques publiques, elles sont, en termes de biodiversité, de gestion de l'eau, ça a été évoqué tout à l'heure par rapport à la directive cadre sur l'eau, très drivée par un socle international et européen. Alors là, vous avez un certain nombre de directives ou d'engagements, on retrouve Ramsar évidemment. Et c'est sur cette base-là, beaucoup, je ne dis pas qu'il n'y a pas des politiques nationales, mais en tout cas, c'est surtout les politiques internationales et européennes qui drivent nos politiques publiques nationales. Et évidemment, ces politiques-là, elles sont une responsabilité gouvernementale, évidemment, mais quand on regarde un petit peu, elles sont soit liées à des espèces, à des milieux, les PNA, les listes rouges, la chasse, à des activités. Il y a des dispositifs spécifiques sur l'agriculture, la PAC, la pêche, les activités minières, mais aussi géographiques, ce que vous connaissez peut-être un peu plus, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, Natura 2000, et tout ça, les zones humides peuvent être à un moment donné concernées peu ou prou par ce type d'engagement, en tout cas de politique nationale, ce qui complexifie aussi les choses parce que les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes quand on essaie de répondre finalement à ces politiques et quand vous êtes, vous, gestionnaire d'un espace comme une zone humide. Donc, ça veut dire que ces besoins pour chaque politique publique, ça veut dire que si on regarde au niveau international, on a besoin de rapporter le zonage Ramsar et dire est-ce que ça va bien ou ça va pas bien. Au niveau national, on a un zonage potentiel aujourd'hui qui existait, qui est actualisé, c'est l'objet de la présentation aujourd'hui, mais pour avoir une vision globale à l'échelle nationale, donc c'est un des enjeux du plan national. Par bassin, beaucoup d'initiatives, évidemment. François a présenté tout à l'heure les EHR, mais évidemment, chaque agence avait un zonage pour caler sa politique d'intervention. Et à l'époque, il y avait aussi, vous vous souvenez, les IEP et les ZSGE, qui sont des objets aussi très importants en termes de stratégie. À l'échelle départementale, il y a eu des cartographies départementales au titre de l'arrêté de délimitation avec deux sous-catégories. Il y en a qui ont utilisé le critère pédo, d'autres pas de critère pédo. Voilà. Et puis, à l'échelle parcellaire, il peut y en avoir, puisque, à un moment donné, il y a des délimitations très précises pour des autorisations sur l'eau ou pour des contractualisations agricoles, notamment dans le cadre de la PAC. Donc, tout ça fait que chaque politique publique, en fait, a un besoin particulier, à la fois de gestion de données et aussi de rapportage, ce qui, évidemment, complexifie le travail pour pouvoir avoir une base de données nationale. Donc, à chaque besoin, un outil, évidemment, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le réseau partenarial de données sur les zones humides, le RPDZH, je pense que vous connaissez tous, qui est aujourd'hui piloté par le Forum des mers Atlantiques. Et je vous ai simplement mis cette capture d'écran pour vous montrer, finalement, quand on essaie de rassembler dans un seul endroit les données cartographiques, vous voyez toutes les typologies qu'on peut avoir. Ça va des zones humides générales à des prélocalisations, à des thématiques comme les tourbières. On a aussi des sites Ramsar. On a évidemment les engagements aussi de la directive cadre sur l'eau. Donc, on retrouve là, en fait, c'est une image de la complexité que j'évoquais tout à l'heure. Donc, un des enjeux aujourd'hui, c'est évidemment, on va y revenir tout à l'heure en détail, mais c'est de capitaliser le travail qui est mené par le Forum des mers Atlantiques depuis des années. Donc, c'est un travail qu'on a commencé à engager, évidemment, avec notre tutelle. Et évidemment, vu la complexité de l'objet, c'est pas un travail qui se fait comme ça très facilement. Le deuxième enjeu, c'est de faire vivre ces fameux systèmes d'information métiers. Il n'y aura jamais, à l'échelle nationale, un outil qui répondra à tous les besoins de rapportage, de gestion, etc. Donc, il va falloir aussi faire vivre ces fameux systèmes d'information métiers et les mettre en lien avec la base de données nationale, avec une vraie question. On a parlé de Roméo, Ligero, etc. tout à l'heure, c'est la question de l'intégration des données de suivi qui sont de plus en plus importantes, parce qu'au-delà de la localisation et de la gestion, la question de l'évolution de la qualité des zones humides et du fonctionnement en général est posée. Et puis, il y a un besoin de clarification des rôles des uns et des autres au niveau national, entre, évidemment, nos tutelles, l'OFB, qui est finalement un nouvel opérateur aussi, le Forum des mers Atlantiques, l'IGN et les agences de l'eau. Donc voilà, c'est un peu le travail qui se présente devant nous.
Et je propose à Sébastien, du coup, de prendre la main sur la suite, puisque c'est toi qui ne vas pas apporter les réponses, mais en donner quelques pistes de travail. Merci Xavier. Effectivement, je vais donner un peu le cadre justement à la question que tu posais, comment gérer cette diversité, cette richesse, cette complexité. Et donc d'ailleurs qui a été la source dans un premier temps d'un rapport d'évaluation du deuxième plan national milieu humide, mais également des conclusions de la seconde séquence de l'assise de l'eau qui ont préconisé justement pour gérer cela la définition et la mise en œuvre d'une stratégie d'organisation nationale des données de zones humides. Donc, cette stratégie, elle s'inscrit également dans le schéma national des données sur l'eau, des milieux aquatiques et des services publics et d'assainissement, via le système d'information sur l'eau, tu l'as brièvement abordé, et qui est également arrêté donc par arrêté préfectoral. Et elle s'inscrit aussi dans le plan national milieu humide, donc qui a été défini et initié en 2022. Donc, l'objectif de cette stratégie, c'est d'améliorer l'organisation des données et le suivi des milieux humides au niveau local, mais également au niveau national, de rendre interopérable le système de données sur l'eau, les systèmes de données sur les milieux marins et de la biodiversité, et de communiquer, bien évidemment, sur les outils nationaux mis en place pour favoriser leur utilisation tant au niveau local qu'au niveau national. Et donc, cette stratégie, alors là, vous avez à l'écran les 4 chantiers structurants, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein, mais le premier chantier, c'est la définition d'un référentiel milieu humide cendre. Le deuxième chantier, qui est l'objet d'ailleurs de ce webinaire, c'est la cartographie nationale des milieux humides. Le troisième, la plateforme d'information géographique mutualisée. Et pour finir, le dernier chantier structurant et le suivi coordonné des milieux humides, donc via notamment MEO. Alors, je vais vous les aborder un par un de façon assez simplifiée. Je vais commencer du coup par le référentiel donc cendre. Alors, cendre, c'est le service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau. Ce service a pour objectif donc de normaliser, de rendre compatibles et homogènes les données issues des zones humides en stabilisant la sémantique, les méthodes et les modalités de partage des données afin de s'assurer de leur interopérabilité. Alors, simplement, l'idée en fait de cendre, c'est de définir collectivement, donc tout acteur confondu, et de s'entendre sur les définitions, le suivi, l'évaluation et les méthodes qui permettent justement de partager au sein d'un même référentiel ces informations-là. Donc, ce travail comprend 4 dictionnaires, un dictionnaire description des milieux humides, un dictionnaire acquisition des données de prélocalisation, d'inventaire et de suivi des milieux humides, un dictionnaire d'échange des données sur les milieux humides et un dictionnaire de suivi de l'évaluation des milieux humides. Alors, je vais revenir très brièvement sur chaque dictionnaire. Donc, le premier dictionnaire, description des milieux humides, voilà, ça a permis collectivement de s'entendre et de définir des définitions communes, donc réglementaires, scientifiques, relatives aux services, aux menaces, aux atteintes des milieux humides. Guillaume va vous en présenter quelques-unes juste après la présentation, mais également voilà, de s'entendre sur les typologies. L'autre dictionnaire acquisition des données, permet de s'entendre collectivement sur les méthodes, les critères, les dates, les identifiants, les périmètres aussi géographiques, sur la prélocalisation, les inventaires et les suivis, mais comment ils sont organisés et comment on les normalise pour que l'ensemble des acteurs en fait puissent suivre les mêmes méthodes d'acquisition des données. Donc le troisième dictionnaire, c'est le dictionnaire scénario d'échange des données sur les milieux humides. Et donc, ce dictionnaire permet de décrire les modalités d'échange dans un contexte spécifique. Donc, vous l'avez compris, on a beaucoup de diversité d'informations en s'appuyant sur un format du coup partagé. Et ça, c'est quand même la principale maille. Avec des concepts également partagés pour
favoriser cette connexion de cette interopérabilité de toutes ces données qui sont produites sur les milieux humides. Donc ça, c'est sur la partie, voilà, sur la partie cendre, donc définition de tout ce cadre qui permet de normaliser l'information relative au milieu humide. Alors, le deuxième chantier structurant, c'est la plateforme d'information géographique mutualisée. Donc, comme l'a dit Xavier, il est important de capitaliser l'existant via notamment le réseau partenarial des données sur les zones humides, le RPDZH, qui est une interface cartographique de consultation, de téléchargement d'une multitude de données relatives au milieu humide, mais également un outil de saisie des inventaires. Et donc de capitaliser cette information pour comme je l'ai dit, la transférer dans un outil où on parle tous le même langage, donc via la standardisation justement de toutes ces données, donc via justement tout ce que je vous ai présenté sur Cendre, et pour renforcer l'interopérabilité avec d'autres applications et assurer toujours la continuité des fonctionnalités existantes, à savoir tout ce qui va être donc cartographie, outils de saisie, etc., etc. Et donc pour finir, le dernier chantier structurant, donc c'est le suivi coordonné des milieux humides via MEO, donc qui a pour objectif de développer de la connaissance et de renforcer l'efficacité des projets de génie écologique en zone humide. Donc avec un double objectif, d'évaluer l'état de conservation et les fonctionnalités des zones humides, et également pouvoir les suivre et évaluer l'efficacité des travaux de gestion, restauration, réhabilitation, entretien, etc., etc. Et donc, ça permettra, donc, via 5 protocoles définis au niveau national, donc que vous avez à l'écran, de pouvoir suivre et pouvoir partager des retours d'expérience comparables entre les différents bassins. Donc, le dernier COPIL qui a eu lieu en novembre 2022, a permis de valider les 4 grands points que vous voyez à l'écran, avoir une gouvernance validée, les 5 protocoles de suivi, enclencher des groupes de travail relatifs à la boîte à outils MEO, à l'outil de saisie, au plan d'échantillonnage, et pour finir, de commencer à définir les contours d'une stratégie de communication, d'éducation, de sensibilisation du public. Donc voilà un petit peu où on en est. Donc vous l'avez bien vu, il y a 4 chantiers structurants, je vous en ai présenté 3, et puis le dernier, il est l'objet de ce séminaire, donc je vais laisser la suite justement à l'équipe, au consortium qui a construit ça. Vous présenter. Merci. Merci. Merci Sébastien et merci Xavier. Je vais proposer pour la suite de donner la parole à Guillaume Gaillet qui va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en nous présentant les informations clés qui ont attrait au projet de cartographie nationale des milieux humides. Donc bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Gaillet, je suis chef de projet milieu humide à l'Office français de la biodiversité au sein de l'unité d'appui de recherche Patrinat, et donc je suis écologue. Et je suis intervenu durant le projet pour parvenir à apporter notamment une expertise auprès des collègues dans le domaine de l'écologie. Donc la présentation que je vais vous faire aujourd'hui porte principalement sur les définitions qu'on a utilisées durant le projet, puisque j'ai vu qu'il y avait des premières questions à ce sujet dans la plateforme questions et réponses associée au colloque. Et je vais aussi vous présenter la philosophie avec laquelle on a mené ce projet. Je vous encourage du coup à aller télécharger le livret que Rachel a mis à votre disposition sur la plateforme associée au webinaire, donc ici dans la rubrique discussion, où vous pourrez retrouver les idées clés que je vais vous présenter dans ce livret. Et ce livret est entièrement dédié au colloque. Donc, dans un premier temps, ce qu'il est important de savoir, c'est que ce projet il a vraiment été mené dans un cadre
d'une démarche de recherche et développement. Qu'est-ce qu'on appelle une démarche de recherche et développement? C'est-à-dire que le ministère nous a demandé en fait de mener un projet où on allait mettre tous les moyens possibles à notre disposition pour parvenir à un résultat. Et du coup, avec une marge d'innovation qui était possible, c'est-à-dire tester de nouveaux procédés pour parvenir à un résultat et à une connaissance qui soit partagée, mais aussi avec une part d'incertitude. Il y a des choses qu'on a testées et qui n'ont peut-être pas aussi bien marché que ce qu'on a pu espérer au départ. Donc le travail qu'on a mené, il a été mené au départ avec une principale motivation, c'est de savoir où sont et où étaient les milieux humides. Ça veut dire quoi? Où étaient les milieux humides? L'objectif, c'était vraiment de savoir, en fait, les milieux humides d'après la définition de Ramsar, qui est une définition assez littérale. On n'a pas de critères vraiment mesurables très très précis. C'était vraiment de savoir où sont les milieux humides actuels et quels sont les milieux humides qui ont été perdus depuis l'anthropisation au cours des siècles passés. Et là, au cours du projet, finalement, avec les échanges qu'on a eu avec le ministère et les acteurs locaux, on s'est aperçu qu'il y avait une deuxième question qui devait être traitée, qui n'était pas au départ dans le projet, qui était de savoir où sont et où étaient également les zones humides. Et là, on est sur une définition qui est différente, qui est une définition réglementaire avec l'arrêté du 24 juin 2008 modifié et les critères qui lui sont associés. Quand on va traiter ces deux questions, du coup, la portée de ces travaux et des cartes qu'on va produire, puisqu'en fait, on va produire deux cartes, elle est assez différente. Dans le premier cas, où étaient les milieux humides, d'après la définition de Ramsar, la portée est essentiellement, par exemple, pour des politiques publiques. Par exemple, lorsqu'on travaille sur la stratégie nationale pour les aires protégées, on va peut-être se baser plus sur une définition scientifique des milieux humides. Ou lorsqu'on va faire du rapportage pour la directive, du rapportage pour la convention de Ramsar, on va aussi se baser sur cette définition. Alors que durant la deuxième question, la définition réglementaire, ça peut avoir potentiellement plus tard, si nos données sont confirmées par des relevés de terrain à l'échelle de site, une portée réglementaire. Et donc les deux cartes qu'on a produites, c'est une carte du coup des milieux humides et des zones humides. Donc c'est les deux premières définitions qu'il est important d'aborder. Et du coup, quand on a été amené à définir ce qu'étaient vraiment les milieux humides et les zones humides, on a été amené à poser des critères. Les premiers critères sur lesquels on a travaillé, du coup, c'est les critères floristiques. Dans le cas des milieux humides et des zones humides, on a travaillé sur les mêmes critères, c'est-à-dire une approche basée sur les critères de l'arrêté 2008 modifié, avec les listes d'espèces et les listes d'habitats qui sont dans cet arrêté. En revanche, lorsqu'on a travaillé sur le sol, on n'a pas été exactement sur les mêmes critères. Les critères étaient donc différents. Quand on regarde par exemple le diagramme GEPA, qui est bien connu, on était sur des critères différents, puisque dans le cas des milieux humides, on n'a pas une définition très stricte dans Ramsar de qu'est-ce qu'on peut considérer comme sol des milieux humides. Et là, notre parti pris durant le projet, ça a été d'inclure entièrement les classes 4, 5, 6 et H du diagramme GEPA, alors que pour les zones humides, on s'est basé strictement sur les règles qui sont édictées dans l'arrêté 2008 modifié, c'est-à-dire la classe 4D jusqu'à la classe H du diagramme GEPA. Donc ça, c'est une différence dans la définition qui est importante. Et en plus, dans le cas des milieux humides, on a également ajouté les milieux aquatiques, puisque la définition de Ramsar est plus large que celle de l'arrêté 2008 modifié. Donc l'emprise de milieux humides est donc forcément plus importante que celle des zones humides. Et donc, dans les milieux qu'on a pu cartographier, du coup, on peut avoir des milieux relativement naturels à anthropiser, avec des landes ou même des prairies assez eutrophes ou des forêts. Mais on peut avoir des milieux beaucoup plus anthropisés avec des cultures intensives. Et comme on a aussi cartographié les milieux humides qui ont été détruits, on a aussi des zones bâties qui sont prélocalisées comme ayant été construites en milieu humide. On ne dit pas qu'une maison est en milieu humide, on dit qu'elle a été construite probablement en milieu humide, par exemple. Et enfin, dans le cas de la définition Ramsar, on va aussi avoir les milieux aquatiques tels que les mares, les zones estuariennes avec la zone de pleine eau ou encore le liminaire des cours d'eau. Et dans le cadre de la définition réglementaire, vous voyez que là, la définition est plus restrictive puisque par exemple, on n'a pas les milieux aquatiques. Et donc l'exercice qu'on a fait en termes de définition, une deuxième distinction qui est très importante de faire, c'est sur les termes qu'on a utilisés. Nous, dans le cadre du travail qu'on a fait de la prélocalisation. Dans le dictionnaire SAND, la prélocalisation, ça revient à utiliser en fait des données qui sont diverses, qui sont à notre disposition, qu'on va faire tourner entre guillemets, pour arriver à identifier des milieux et des zones humides probables. Et ça, une prélocalisation, c'est forcément en complément d'inventaires locaux, où là on a des relevés sur le terrain qui permettent d'identifier les milieux et les zones humides effectifs. Et évidemment, l'un ne se substitue pas à l'autre.
Et donc, ce qui peut expliquer les différences entre un inventaire et une prélocalisation, c'est notamment les incertitudes qu'il peut y avoir aussi autour d'une prélocalisation, mais aussi parfois les limites d'un inventaire qui peut pas couvrir l'ensemble d'un territoire de manière exhaustive dans certains cas. Et donc nous, dans notre cas, on a vraiment été sur de la prélocalisation et donc l'identification des milieux et des zones humides probables. Donc on a répondu à cette première question, où sont et où étaient les milieux humides et les zones humides. On a ensuite été amené à se poser une deuxième question, quels sont les habitats en milieu humide? L'idée c'était vraiment d'identifier les milieux humides qui sont aujourd'hui plus des milieux humides parce qu'ils ont été détruits, mais également ceux qui sont préservés. Et enfin, la dernière question à laquelle on a été amené de répondre, c'est quelles sont les fonctions réalisées par les milieux humides. Ce qu'on appelle fonctions ici, c'est par exemple les fonctions hydrologiques, biogéochimiques, qui sont réalisées dans les zones humides, c'est-à-dire les processus physiques qui ont lieu indépendamment des bénéfices qui ont lieu pour la société. Donc, ce qu'on a mis en œuvre pour mener ce projet, c'est vraiment de la pluridisciplinarité. Il y a un budget d'un peu plus de 500 000 € qui a été débloqué par le ministère pour mener ce projet. Il y a 7 scientifiques qui ont été associés à ce projet dans le domaine du sol, de l'écologie, de la gestion de bases de données, la modélisation spatiale, la télédétection, et en plus dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il y a 4 ingénieurs qui ont été mobilisés, notamment Léa Panleu, Jean-Manuel Gibaud-Rousseau et François Botcazou. Et il y a 40 services territoriaux de l'OFB qui ont participé à ce projet, qu'on remercie, qui ont permis de collecter des données sur le terrain pour valider les résultats du projet. Et enfin, il y a des prestataires qui sont intervenus en graphisme, notamment en traitement, pour nous accompagner durant le projet. Pour mener en fait ce projet et aboutir à la carte, on a eu recours aux dernières avancées technologiques, notamment en mobilisant l'intelligence artificielle. Donc on a utilisé des données qui sont homogènes à l'échelle nationale, comme par exemple le RGEALTI, Blandine et Laurence vous en diront plus tout à l'heure. Et on a aussi utilisé des données qui sont mobilisées via le SINP, le système d'information sur la nature et les paysages, avec les données qui sont récoltées. Donc merci aux contributeurs du SINP, de l'inventaire forestier national, de Donsol et aussi d'Ecoplantes. Et vous voyez vous verrez tout à l'heure qu'on a collecté beaucoup de données qui étaient bancarisées dans des bases de données existantes, mais on s'est posé la question ensuite de valider le résultat de ces données de terrain. Donc là, on l'a fait avec les collègues de l'OFB, mais aussi avec des collègues qui ont été recrutés à cet effet à Patrinat et aussi à l'Institut Agro Rennes-Angers. Donc il y a eu des prospections sur 756 sites à l'échelle nationale avec plus de 4000 relevés pour vérifier les résultats de notre carte. Et donc ce travail, il a aussi eu l'originalité de mobiliser une expertise dans le domaine des sciences humaines et sociales avec une recherche collaborative. C'est-à-dire qu'on est bien conscient que le sujet des milieux humides et des zones humides peut parfois être complexe sur certains territoires, qu'on a nécessité de penser l'articulation de cette connaissance avec les autres connaissances qui sont déjà disponibles sur les territoires et qui ont évidemment un intérêt. Et à cet effet, on a travaillé avec des collectivités locales, 14 au total. Vous pouvez trouver ces collectivités locales dans le livret dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a mené 14 ateliers consultatifs territoriaux pour avoir l'avis des acteurs techniques qui peuvent être amenés à utiliser ces cartes. Et en tout, il y a plus de 100 acteurs des ingénieries écologiques et territoriales qui ont été mobilisés pour avoir leur avis. Donc merci encore aux collectivités territoriales qui nous ont accompagnés dans cette démarche et aux agences de l'eau qui ont aussi accompagné cette démarche. Donc le premier type de résultat que vous allez voir aujourd'hui durant la présentation de Blandine et Laurence, c'est la prélocalisation des milieux humides et des zones humides. Donc sur un territoire, le résultat qu'on va avoir, ça va être une couche raster en fait avec des pixels où on va avoir des probabilités de présence de milieux humides qui vont être affectés à des pixels dont la résolution est de 5 mètres. Et ce résultat, la prélocalisation des milieux humides et des zones humides, est disponible dans les prochaines semaines sur l'ensemble de la France métropolitaine. Le deuxième type de résultat qu'on va avoir, c'est la cartographie des habitats des milieux humides. Donc ça sera la présentation de Blandine, de Sébastien et de Anis tout à l'heure, avec également Laurence Hubermois. Et donc sur les milieux humides, l'idée ça a été de travailler avec la télédétection pour identifier les habitats avec des cas où on est parvenu à des résultats de cartographie de certains habitats et d'autres pas. Et donc là, la résolution du résultat est de 10 mètres, avec des pixels à nouveau, et là, le résultat est par contre disponible uniquement sur 10 bassins versants test. Enfin, le dernier type de résultat que vous aurez, c'est la cartographie des fonctions des milieux humides, donc là, avec des indicateurs qui peuvent être associés à des fonctions hydrologiques et biogéochimiques. Et donc, sur le territoire, on va avoir des pixels qui vont être associés à une intensité de réalisation de certaines fonctions, donc des pixels d'une résolution de 10 mètres, et là, le résultat est disponible uniquement sur les 10 bassins versants test, dont on vous parlera tout à l'heure.
Enfin, point important, on sait que c'est une question qui est importante, la méthode et les résultats, quand c'est qu'ils seront accessibles et comment ils seront accessibles. Alors, il y a déjà des publications qui sont parues, que vous pouvez trouver en accès libre sur Internet, qui ont l'inconvénient d'être en anglais, mais qui ont le mérite au moins d'avoir la reconnaissance scientifique et d'attester de la qualité des travaux. Donc ça, vous pouvez déjà télécharger ces résultats sur Internet. Et dans les prochaines semaines, les rapports méthodologiques en français vont paraître et vous pourrez les consulter avec les résultats qu'on a obtenus. Et donc, les résultats des cartographies seront visualisables sur le réseau partenarial de données sur les zones humides et ils seront téléchargeables sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel en accès libre. La date à laquelle ce sera disponible, la prélocalisation et les fonctions, ça sera disponible la semaine du 28 février 2023, alors que les habitats, ça sera un peu plus tard, ça sera pour fin mars 2023. On remercie encore les collègues de Patrinat et du Forum et les partenaires du Forum des mares atlantiques qui ont travaillé avec nous pour mettre à disposition ces données. Merci de votre attention. Merci Guillaume. Alors, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. J'ai répondu à certaines d'entre elles et il y a certaines d'entre elles qui ont été répondues par la présentation de Guillaume. Donc, la question de Thomas, c'était de savoir si on considérait les mares en eau ainsi que les étangs comme zones humides dans cette cartographie. Alors, les mares et les étangs, la zone de pleine eau des mares et des étangs sont bien des milieux humides, mais ce ne sont pas la zone de pleine eau des mares et des étangs ne sont pas des zones humides le plus souvent d'après l'arrêté 2008 modifié. Par contre, la zone rivulaire, par exemple, les formations d'hélophytes qui peuvent être associées à ces zones de pleine eau sont bien des zones humides au sens de l'arrêté 2008 modifié le plus souvent. Pour les autres questions qui ont été posées, les réponses vont venir au cours de la présentation, donc voilà, on y répondra grâce aux présentations.